Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de la webinale de Végétable. Je suis ravie et nous sommes ravis de vous y accueillir. Donc un nouveau rendez-vous, les webinales, un nouveau format qu'on lance cette année. C'est un format simple, une question précise, 1 heure pour y répondre avec 1 ou 2 experts qui acceptent de se prêter au jeu. On interagit avec vous pour répondre à vos questions sous forme de webinaire et on prolonge un petit peu le débat à la fin pour répondre à vos questions. Voilà. Donc, la première question, je vais mettre mon… Hop. La première question de l'année, c'est naturellement porté sur le thème des emballages. Les emballages. Vous connaissez tous l'historique de la loi AGEC qui a été promulguée au début de l'année dernière, qui vise à bannir tous les plastiques des rayons fruits et légumes pour les UVC inférieurs à 1,5 kg et aussi tout ce qui est matériaux non compostables pour identifier les fruits et légumes. Bon, il y a le décret d'application de cette loi et ses détails précis n'est pas encore sorti. On a une version projet de ce décret qui circule dans les mains des professionnels, qui accorde un délai d'application de la loi à une certaine catégorie de fruits et de légumes particulièrement fragiles. On y reviendra dans la suite de cette webinale. Bon, tous les détails de l'application de la loi ne sont pas tout à fait connus, il y a des délais, mais en tout cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est la perspective, enfin, en tout cas l'horizon, c'est de sortir du plastique, sortir le plastique des rayons des fruits et légumes. Et à ce titre-là, les enseignes de la grande distribution n'ont pas attendu la loi pour commencer à mettre en application cette demande-là. Et certaines politiques assez avancées sur ce sujet. Donc, comment bien se préparer à cette évolution? Quelles initiatives existent déjà dans les rayons, dans les enseignes? Comment transformer cette contrainte et ces coûts en une opportunité pour créer de la valeur pour la filière? Voire même pour imaginer en profondeur un nouveau rapport aux emballages. Voilà, ça c'est un peu toutes les questions qu'on a voulu poser dans cette webinale. Et pour y répondre, 2 experts ont accepté de se prêter au jeu et d'apporter leur contribution. Je les remercie, parce que les questions sont un peu vastes quand même. Donc Marc-Henri Blarel, bonjour, Oui. consultant. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Bonjour. Marc-Henri Blarel, consultant spécialiste du marketing des fruits et légumes et membre de l'équipe rédactionnelle de Végétable. Et Fabrice Pelletier, bonjour. Bonjour Cécile, bonjour tout le monde. Bonjour. Fabrice Pelletier, designer spécialiste des éco-emballages et auteur de plusieurs ouvrages, dont le plus récent s'intitule La révolution de l'emballage, l'émergence de nouvelles solutions, que vous avez rédigé et préparé en collaboration avec la préparation du salon professionnel Forpac. Voilà. Donc merci d'être là avec nous pour traiter ce sujet. Cette webinale, donc on va la rythmer en trois séquences. Une première séquence, un premier temps, état des lieux, qui va nous être présenté par Marc-Henri Blarel. Donc un état des lieux et retour d'expérience. Que dit la loi? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Quels emballages trouve-t-on déjà dans les rayons? Quel retour d'expérience de ces emballages? Quelles bonnes idées en retenir? Quels écueils éviter? Un deuxième temps, on va passer un peu plus sur que disent les distributeurs, les enseignes de la grande distribution. Je vous l'ai dit, ils n'ont pas attendu la loi pour avoir une politique par rapport aux emballages éco-responsables. Donc, on leur a donné la parole et ils s'exprimeront sur ce sujet-là. Et une dernière partie à laquelle va répondre Fabrice Pelletier, comment prendre les bonnes décisions dans ce contexte-là, comment se préparer à cette évolution, comment on réfléchit au sein des entreprises, au sein des filières, pour imaginer les emballages qui vont répondre à ces différentes contraintes. Avant de donner la parole à Marc-Henri Blarel, alors quelques consignes, quelques éléments de fonctionnement. On est là actuellement 141 participants connectés, donc merci d'avoir répondu présent. On est heureux de retrouver l'audience et de voir que le sujet concerne. Alors,
Pour des questions de flux du réseau, hein, on vous demande de ne pas allumer ni vos micros ni vos vidéos parce que ça va être compliqué. Vous pouvez poser toutes vos questions par le chat. Donc, les questions à poser à moi-même, Cécile Praly. Il n'y a que moi et les conférenciers qui peuvent voir les questions. On essaiera de répondre en direct à un maximum de questions et les autres seront traités par la suite. Voilà, on vous répondra. Ça, c'est à peu près les consignes que je voulais vous dire. Un dernier point important, la webinale sera disponible en replay d'ici une dizaine de jours sur la page web de Végétable et les diaporamas présentés seront aussi accessibles. Voilà. Alors, on va attaquer dans le vif du sujet. Première partie de questions. Donc, je me tourne vers Marc-Henri Blarel et Marc-Henri, je te passe la parole. Un petit état des lieux déjà. Que dit la loi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut en retenir et quelles conséquences concrètes toutes ces transformations vont avoir sur la filière? Super. Alors, je voudrais simplement m'assurer que vous voyez bien ce que j'ai à vous montrer. Voilà. Donc, sur ce que dit la loi, on va aller vite parce que je pense qu'elle est quand même déjà bien connue des uns et des autres ici présents. La loi AGEC, elle a 5 axes et bien sûr, c'est celui qui concerne sortir du plastique jetable qui nous intéresse aujourd'hui. Simplement pour se dire qu'elle va impliquer et impacter la vie du quotidien de tous nos concitoyens et que c'est peut-être ça le point important pour nous, c'est que finalement, les fruits et légumes ne sont qu'un point parmi tout cet ensemble et que ça va modifier leur regard sur les produits, sur leur façon de consommer et que ce qui est en train de se passer, on n'en est qu'au début et qu'on n'en mesure pas probablement tous les effets sur les comportements. Si on arrive très concrètement aux fruits et légumes, il y a 2 articles qui nous impactent directement. Le premier, c'est le suremballage plastique des fruits et légumes frais de moins d'1,5 kg qui est interdit, et puis les étiquettes. Donc, au sens strict de la loi, tous les produits qui sont conditionnés dans des contenants de plus d'1,5 kg en sont exclus, les alvéoles dans les colis en sont exclus, et puis il y a toutes ces exemptions qui sont dans le décret qu'on va voir juste après. On voit pas ta diapo. Moi, je ne la vois pas, la diapo. Très bien. On voit ton écran. On voit juste l'écran de ton ordinateur. Le fichier n'est pas ouvert. OK. Eh bien, écoutez, ça devrait être mieux. On y va. Allez, voilà. OK. Vous n'avez rien perdu. On est à l'essentiel, là, ça va. Donc, voilà, c'est ça qui va nous concerner. Et donc, il y a un projet de décret que tout le monde attendait. On est bien d'accord que c'est une version temporaire, donc on ne va pas le prendre comme quelque chose de définitif. Il mérite d'être questionné. Il y a des familles comme la carotte ou certaines tomates qui ne sont pas citées explicitement, donc ça laisse des points d'interrogation. Malgré tout, ça donne quelques grands jalons en juin 2023, en décembre 2024 et en juin 2026. Donc, chacun se reconnaîtra pour les familles que je ne détaille pas. Ce qui veut dire que voilà, ça donne quand même un horizon et que ça permet aux uns et aux autres de travailler en étant conscient qu'il y a quand même des familles, tout particulièrement de légumes humides, pour lesquels, franchement, il y a encore beaucoup de travail et même beaucoup de questionnements. Et je sais qu'il y a des gens de la filière endive, de la filière carotte ou champignons qui peuvent être là et qui savent encore bien mieux que moi à quel point voilà, il y a des choses qui restent encore, même on pourrait dire quasiment avec des impasses à ce stade. En termes d'impact, en fait, des fois, je peux entendre que changer du plastique au carton, c'est finalement pas très compliqué. Et on pourrait résumer ça en un acte simple. Bah oui, il suffit d'avoir un contenant de même taille et on va s'en sortir. Et finalement, les échanges avec Fabrice Pelletier ont été très enrichissants pour moi là-dessus. Et ensuite, je le constate voilà, dans les échanges avec tous les professionnels, c'est que les impacts ils sont multiples et que même déjà juste acheter l'emballage, ça va pouvoir signifier par moment des changements de fournisseurs d'emballage, des changements de lieu de fabrication,
D'accord, il y a des choses qui peuvent être fabriquées très loin, et ça peut compliquer des choses au niveau logistique d'approvisionnement et aussi de délai d'approvisionnement. Sur le stockage, le carton, globalement, que ce soit en alvéole ou en barquette, la plupart des professionnels témoignent que ça tient 4 fois plus de place. D'accord, donc ça veut dire aussi que ça c'est des choses qu'il faut pouvoir anticiper, qui auront un coût nécessairement. Il y a des histoires de manutention, et puis il peut y avoir aussi des histoires de reprise d'humidité qui viennent impacter bien sûr le stockage avant et après conditionnement. Personne ne sera surpris d'entendre que tout ce qui touche au conditionnement directement, bah oui, quand on va changer d'emballage, ça peut aboutir jusqu'à devoir changer des chaînes, changer des machines. Alors, il y a des choses qui sont dans des ordres de grandeur, on va dire, raisonnables, mais on entend parler de machines à 100 000 € ou plus. Et là, on est sur des conséquences tout à fait directes financières qui nécessitent de la visibilité. Et dans un contexte où les choses ne sont pas encore fixées, décider de ces investissements, c'est d'autant plus complexe. Ça touche aussi à la manutention et la machinabilité des produits. Voilà, le carton, comment il passe dans les machines, dans les convoyeurs, comment il se remplit, comment il se ferme, etc. Ce sont toutes les problématiques auxquelles font face les professionnels. On retrouve aussi ça sur le stockage des produits finis. Il arrive que dans un certain nombre de filières, il y ait une première phase de conditionnement dans le contenant et que la fermeture intervienne dans un deuxième temps. Donc, ça suppose un passage au froid avec un contenant en plastique. C'est finalement quasiment indolore. Dès lors qu'on passe sur du carton, eh bien, on peut avoir des reprises d'humidité, des phénomènes de condensation qui surviennent et avec des choses qui peuvent même des fois se liquéfier. Voilà, en tout cas dans les témoignages vécus. En termes d'expédition, la solidité du produit, encore les phénomènes de condensation ou plus concrètement les contrôles qualité. Ah oui, dans un contenant en plastique transparent, on peut opérer un contrôle qualité assez facilement. Le carton étant opaque, au moins en partie, eh ben, ça peut compliquer ces opérations-là. Dans le point de vente, et on en parlera beaucoup plus en détail, mais il y a déjà l'aspect marchand du produit. Et puis, est-ce que cette unité de vente consommateur, elle reste avec la même quantité présente? On parle d'inviolabilité. Il y a toute la protection mécanique du produit. Je pense particulièrement aux fruits mûrs à point, mais ça peut aussi, c'est valable en endive ou avec le verdissement. Voilà, la durée de vie, bien sûr, qui peut être impactée, hein, tout le travail qui a été fait par les uns et les autres sur la maîtrise des échanges gazeux et des taux d'humidité, les taux d'oxygène dans des contenants en plastique, qui tout d'un coup doit être réimaginé, réinventé. Et puis, là, il y a eu beaucoup de tests depuis 1 an et le manque de transparence pour déclencher les ventes a quand même été constaté par un grand nombre comme une difficulté qu'il faut encore pouvoir résoudre et surmonter. Voilà. Et puis enfin, chez le consommateur, en termes de conservation et de maturation du fruit, il y a des propriétés qui étaient permises par les contenants en plastique qui ne seront pas forcément garanties. Il y aura des opportunités à saisir. Voilà. Voilà sur ce premier tour d'horizon, on va dire, de la loi et de ses impacts tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Et voilà, moi maintenant, ce que je souhaite pouvoir vous partager, c'est… Pardon, vas-y. Oui, c'est ton tour, c'est ce que j'allais te dire. Merci pour ce tour d'horizon. Et moi, je retiens quand même des éléments importants, des contraintes et des conséquences sur le stockage, des volumes de stockage qui doivent être multipliés par 4 quand on passe au carton. Et ça a un impact aussi sur le transport, la logistique. Ça, c'est quand même des points importants dans les conséquences de cette évolution. Après, voilà, je t'amène sur la suite. Marc-Henri, en effet, c'est pas nouveau cette question de sortir du plastique. Donc, dans les rayons de fruits et légumes, il y a déjà un certain nombre, même assez important nombre d'initiatives qui sont présentes. Tu as fait pour nous un très beau
tour des rayons de fruits et légumes. Tu es revenu avec plus de 400 photos de conditionnement avec plastique, sans plastique, plus ou moins de plastique et de carton. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Avec quelle synthèse tu reviens? Voilà. Quelles bonnes idées, quels écueils à éviter? Qu'est-ce que tu as vu dans les rayons? Alors, c'est parti pour le tour de rayons. Effectivement, oui, bien sûr qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Si on essaye de synthétiser, et c'est très, très macro, mais c'est un premier propos déjà, on voit que la famille Pomme a été très investie pour trouver des solutions. Historiquement, les produits bio qui avaient une nécessité d'être conditionnés ont de très longue date cherché des solutions qui aient une promesse environnementale voilà, et bien sûr qu'on trouve là des expressions un peu originales. Et puis, il y a le terrain des marques de distributeurs qui, lui aussi, voilà, tâche de construire la différence d'enseigne en exprimant aussi par le choix de packaging des choses intéressantes. Alors, on va balayer les différentes familles. En tomates, le plastique est évidemment très présent notamment sur les petits fruits, tomates cerises, tomates cocktail. Ce printemps 2021 est vraiment le boom des sorties de produits. On est là avec des très gros opérateurs qui ont fait des choix, qui ont des choix de marque, qui ont quelque chose à dire et à défendre. Et donc, bien sûr, Savéole, Rougeline, j'ai pas mis Solaren, mais aussi Prince de Bretagne, Cultive, et quasiment tous sont en train de déployer des nouveaux conditionnements 100% carton. Au centre, vous avez une photo d'un bar à tomates cerises en vrac mis en place par Savéole chez Casino. Voilà. Et donc là, on voit bien que tout le monde s'est emparé du sujet. Et voilà. Alors, on a des retours d'expérience avec quand même des baisses de vente quand existent simultanément encore des produits encore en plastique transparent et ce début du carton. Donc ça fait partie des réglages et des apprentissages aussi du consommateur. Espérons que ça puisse changer. Pour l'instant, c'est quand même pas encore tout à fait gagné sur les ventes. Du côté de la pomme, bon, il y a les fameux premiers prix qui normalement sont hors loi GEC, mais qui vont basculer par nécessité ou par demande des enseignes. Là, on est sur des familles où voilà, il y a eu déjà au moins 2 ans de travail avec la barquette carton pour pouvoir voilà, manifester avec du carton compact, à rabat, du carton micro-cannelé, des fourreaux, on reconnaît la swing, les jolis produits en bande roulée en pomme du Limousin, ou le travail des vergers de la Blotière sur de la poire avec un façonnage, un découpage, un design de poire voilà, sur un produit clipsé qui est probablement un peu plus confidentiel que les autres, mais ça bouge beaucoup en pommes et poires et il y a encore du travail, notamment sur les segments premier prix, mais ça bouge. Le champignon fera partie des choses compliquées. D'accord, il y a des choses qui existent en barquette carton en bio, mais encore avec un film plastique. Il y avait du thermosoudé cette semaine chez Casino que j'ai pu observer, qui n'est pas en photo. Bon, voilà, on le sait, le champignon fera partie des choses compliquées. En agrumes, évidemment, beaucoup de choses qui sont encore dans le fameux DEPAC historique. Et il y a ici des gens qui nous écoutent, qui connaissent ça vraiment par cœur. Allez, 3 initiatives qu'on peut retenir. Le premier produit Fanny, qui a une promesse de recyclabilité, mais qui, avec la loi AGEC, ne sera plus autorisé. Défilé en cellulose de bois sur un certain nombre de conditionnements, dont les agrumes, mais avec le problème de la windglass à résoudre. Et puis, le déploiement par la Scamarc de toute leur gamme agrumes et pommes de terre d'ailleurs, on le verra, mais avec un sac papier et une fenêtre en cellulose. Voilà. Du côté des pommes de terre, que ce soit les petits ou les gros conditionnements de pommes de terre, là aussi, on retrouve Cora qui, historiquement, avait vraiment construit cette originalité du sac papier et qui avait un certain nombre de mérites, notamment celui de protéger de la lumière.
Et puis, dans les sorties récentes, voilà, Priméal qui a cette promesse d'emballage recyclable, mais qui ne pourra pas passer la loi AGEC avec ce conditionnement-là. Et puis, différentes marques de distributeurs, puisqu'elles sont très importantes en pommes de terre. Là, on a des exemples de Lascamarque et de Carrefour, mais on aurait pu en mettre de plusieurs autres enseignes qui, là, sont sur des nouveaux conditionnements, des nouveaux… Voilà, là, on est vraiment sur quelque chose qui vient de sortir et qui peut se manifester aussi sur d'autres familles. Du côté des légumes secs, voilà, c'est le filet issu du bois qui se déploie. Voilà, les professionnels de l'emballage que j'ai pu contacter, parce qu'en rayon, pour l'instant, moi, j'ai pu voir que des choses encore avec une étiquette en plastique, me disent qu'ils sont prêts du côté avec des étiquettes papier ou carton compatibles avec les machines existantes. Et puis, ce sac qu'on vient de voir à l'instant sur les pommes de terre, mis en place, alors là, c'est l'opérateur Cadieu, mais sur de l'oignon, la valeur ajoutée de l'oignon bio. Du côté des carottes, là, ce n'est pas simple, la carotte. Dans les gens qui ont une promesse d'emballage durable, il y a Priméal avec un emballage recyclable, mais qui contient du plastique et donc ne passerait pas la loi AGEC, et Prince de Bretagne qui vient de sortir une barquette 100% carton de carottes bio. Voilà. Du côté des endives, voilà, mes amis endiviers, je sais que Frédéric Le Vigoureux est là. Alors, bon, là, on est sur les dossiers très compliqués parce que l'arrivée du sachet P+, avait vraiment été très, très fondateur pour la filière sur des gains qualitatifs, de durée de vie, de protection contre le verdissement. Et à ce stade, les solutions restent à trouver. Voilà. Perle du Nord a fait un pas dans le sens d'une plus grande durabilité de son emballage avec la sortie, et je l'ai vu en rayon en marque distributeur de jeunes pousses avec cette fameuse barquette carton, et c'est Fabrice Pelletier qui l'a développé, il nous en parlera peut-être. Mais bon, ce n'est qu'un produit parmi le reste. On sait que pour l'essentiel des produits, et que c'est une famille qui a besoin du plastique jusque-là, voilà, les solutions ne sont pas là. La famille chou, alors le chou, c'est tout bête, c'est tout simple, c'est nu normalement, mais en fait, il y a plein d'autres variétés de choux qui en fait sont conditionnés. Bien sûr, la tête de brocoli, le chou doux, le chou de Bruxelles en sachet, en flopac, les demi-choux, voilà, il y a un certain nombre de variétés de produits bio. Donc, on peut trouver du chou banderolé, mais c'est une banderole en plastique et voilà. Hein, donc, voilà. J'ai vu des tests de chou doux sans aucun film plastique et une nouvelle étiquette renforcée. Bon, mais on doit être encore dans le test. Je n'ai pas contacté l'ARER, il m'excuse, mais voilà, en tout cas, les échos en rayon n'étaient pas tout à fait satisfaisants. Voilà. Et puis, ce chou chinois qui d'habitude est en sachet et qui était banderolé avec du papier. On continue avec l'avocat et des solutions à gauche de… Marc-Henri, ouais. Pardon, le temps tourne et oui, très bien. Voilà. Et ben voilà, donc vous voyez sur l'avocat qu'il y a des choses nouvelles qui sont sorties en MDD. Malgré tout, simplement pour vous dire que le film Homme Compost qui est là, qui serait compatible, donne un effet plastique et que cet effet plastique, lui aussi, on cherche à le supprimer du rayon pour les enseignes et que donc, même s'il est satisfaisant du point de vue de la loi, il devra certainement disparaître. Voilà. Vous reconnaissez le concombre, des choses originales en bio. Et voilà, je dis 2 mots des réglages, beaucoup d'étiquettes qui se déchirent. Voilà, c'est encore un truc qui n'est pas au point et les employés de rayon témoignent que quand c'est déchiré, ça ne se vend plus et que ça, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le passé, ça finit en casse. Donc ça, c'est encore un réglage à faire. Ici, des problèmes d'inviolabilité sur 2 produits. La pomme Zingy qui m'est tombée sur les pieds et voilà, les filets de pommes de terre bio dans lesquels on peut se servir. Et puis, voilà, des banderoles qui tombent du produit en rayon. Voilà. On terminera sur des choses qui me semblent fondamentales, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de la valorisation du changement, parce que il va falloir
travailler sur la propension à payer le surcoût de ce changement d'emballage. Et voilà quelques initiatives qui me semblent intéressantes. Elles nous parlent d'un bénéfice et d'une caractéristique. On peut prendre l'exemple de Leclerc. Le sachet en papier recyclable, c'est une caractéristique. Le zéro plastique, c'est un bénéfice. Chez Cora, le sachet préservant de la lumière, c'est un bénéfice. Voilà. L'harmonisation des logos, ben voilà, moi, comme consommateur, je ne m'y retrouve pas. Donc, je vous orienterai plutôt vers les choses les plus normées, parce que c'est celles où on a nos repères visuels. Et toutes ces certifications, notamment FSC, voilà, qui sont mises par les cartonniers, à voir comment ça peut être co-construit avec les opérateurs. Voilà. Je m'arrête là, je te redonne la parole, Cécile. Bien, merci. Eh bien, merci pour ce premier tour d'horizon, état des lieux. Je vais passer aux questions. Je n'ai pas dit, on va vraiment faire un temps de questions après chaque séquence d'intervention. Ça permet d'avoir des petites parties thématiques. Et après, on aura un temps plus long de questions à la fin de la webinale. Des questions peut-être plus variées. Alors, je commence par une première question. Bonjour à tous. Que dit la loi sur la fraîche découpe? Est-ce que la fraîche découpe, on n'est pas dans le produit frais là? Est-ce qu'on a des éléments là-dessus? Marc-Henri? Oui, pour moi, la loi s'applique aux fruits et légumes bruts, non transformés. Voilà. Pour l'instant. Fabrice, vous confirmez? Oui, je confirme et j'ai juste rajouté pour l'instant, parce que vous ne devez pas oublier qu'il y a des clauses de revoyure donc, tous les 5 ans et j'ai l'impression que même ça va s'accélérer un petit peu par rapport à ce que j'entends. Donc, je dis pour l'instant, et puisque ça va avancer petit à petit et qu'in fine, quand même, beaucoup de familles vont être impactées, en dehors des fruits et légumes, bien entendu aussi. D'accord. Une deuxième question. A-t-on une idée de l'évolution des coûts et des volumes de vente quand on passe d'un emballage plastique à un emballage carton? La question. Évolution du coût et du volume de vente. Alors, moi je n'ai pas la boule de cristal sur les volumes de vente. Sur le coût, oui, en fait, on change. La loi nous oblige de changer d'un modèle qui est un modèle ultra économique qui a été mis au point il y a une vingtaine d'années et sur lequel on a énormément d'optimisation, à un modèle sur lequel on repart à zéro. Donc forcément, ça va coûter de l'argent au début, mais il y a aussi énormément de champs de possibilités d'économie à long terme et d'économie d'échelle. Donc de toute façon, oui, l'impact sur les coûts de cette loi, il est évident. Il est évident en CAPEX et il est évident au départ en OPEX. Mais voilà, c'est comme toute chose, au démarrage, ça va coûter. Mais on n'a pas le choix en fait. Et sur l'impact sur le volume de vente, Marc-Henri, est-ce que là-dessus, quelqu'un a une expérience d'un opérateur qui est passé avec une barquette de carton? Est-ce qu'on a vu du changement? Tu as parlé de la perte par le problème de la transparence. Oui, donc ça, c'est quand même ce qui ressort. Hein. Donc, on voit que pour l'instant, on est dans la phase de démarrage et ce n'est pas gagné. Hein, le consommateur avait des réflexes d'achat, en partie inconscients, des manières de choisir. Hein. Combien de fois vous pouvez voir une consommatrice ou un acheteur soulever une barquette, la retourner pour vérifier la fraîcheur d'un produit, notamment sur les plus fragiles. Et là, on est en train de changer les codes. Donc, voilà, les gens, plusieurs opérateurs témoignent de baisse de vente. Donc, c'est pas gagné tout à fait. Il y a quelques contre-exemples qui sont là aussi, qui disent bien qu'il y a aussi une appétence qui est générée. Je pense que ça, c'est mouvant et que ce regard du consommateur, il va s'adapter. Alors voilà. Ce que je peux répondre aussi à ce niveau-là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont encore la comparaison entre l'avant et l'après.
dans quelques mois ou dans un an, ils n'auront plus la comparaison avec l'après, puisque l'après n'existera plus. Donc, en fait, tout le monde sera un petit peu logé à la même enseigne. Donc, aujourd'hui, si vous voulez, on compare une chose qui n'existera plus demain et qui se vend bien, ça, j'ai aucun problème, à une chose qui n'a pas les mêmes fonctionnalités, n'offre pas le même service, et ils peuvent comparer. Demain, ils ne compareront plus, puisque de toute façon, les produits d'avant ne seront plus dans les rayons. Okay. Donc aussi, il faut se placer dans cet esprit-là. Le passage est difficile, mais à un moment, il n'y aura plus que ça. Ce sera la bascule. Là, voilà. Un dernier groupe de questions, je regroupe, c'est des questions très précises sur ce qui rentre dans la loi, les types de matériaux. Alors, je les regroupe. Il y a des questions. Est-ce que la cellulose végétale est acceptée dans le cadre de la loi? Est-ce que le film homme compostable est accepté? Et est-ce que il y a aussi une réflexion sur, on me dit, l'objet de la loi, c'était de sortir du plastique pétro-sourcé. Mais on devait aller vers des matériaux biosourcés, ne pas oublier les plastiques biosourcés. Voilà. Je regroupe ces trois questions que j'adresse plutôt à Fabrice Pelletier. Alors, oui, je peux répondre parce que effectivement, donc la cellulose, tout ce qui est cellulose, effectivement, et je parle de cellulose type cellulose moulée, est dedans. Les bioplastiques, il faut arrêter de penser que les bioplastiques ne sont pas du plastique. Les bioplastiques sont impactés puisque ça reste des plastiques, qu'ils soient recyclables ou compostables. C'est du plastique. D'ailleurs, c'est marqué dessus, c'est des bioplastiques. Donc, il y a effectivement, ne vous trompez pas, ne pensez pas qu'il ne faut pas opposer le plastique d'origine fossile au plastique d'origine végétale et penser que le plastique d'origine végétale est dedans. Non, c'est du plastique. Et d'ailleurs, pour appuyer mon propos, vous avez vu que à partir de l'année prochaine, il sera interdit de mettre sur un emballage qu'il est biodégradable, et il pourrait être aussi interdit de mettre qu'il est compostable, puisqu'on a aussi de plus en plus, et là c'est plutôt ma casquette d'élu local et de personnes qui s'occupent des déchets au CITOM, on voit apparaître de plus en plus de plastiques compostables industriels qui sont mis dans les bacs de home compost ou dans les bacs de compost collectif, et avec des plaintes de consommateurs parce que ce n'est pas leur place. Déjà qu'ils ne font pas la différence entre un plastique et un plastique, ça va être très, très difficile de faire la différence entre un plastique home compost et un plastique compostable industriellement. Donc, je dis que les emballages n'ont rien à faire dans le compost. Donc, le plastique biosourcé, c'est interdit, ce n'est pas accepté par la loi. C'est du plastique. Okay. Dans la définition même d'une matière plastique, on ne fait pas la différence entre un plastique biosourcé et plastique fossile. Ça reste du plastique. Même si des gens vous disent, on voit même déjà apparaître des emballages en plastique biosourcé qui marquent zéro plastique. C'est faux. C'est faux, et la loi va rattraper ces abus. Ce sont des abus. D'accord. D'accord. Une dernière question, peut-être avant de passer à la suite des présentations. Ça fera sans doute le lien. Peut-on parler maintenant de l'évolution possible de la segmentation de l'offre avec l'augmentation du coût de l'emballage? Toujours en référence au premier prix. Ça, c'est une question, vaste question. Je l'oriente vers Marc-Henri et peut-être que ça fera la transition avec les stratégies d'enseigne. Enfin, bon. Déjà, sur cette question. Oui, alors il est certain qu'il y a un certain nombre de références à valeur ajoutée plutôt haut de gamme qui sont celles qui basculent les premières du plastique vers le carton, où les uns et les autres vont arriver à défendre le supplément de valeur créé. Du côté du premier prix, ça va vraiment être un point très dur. Voilà, parce que c'est les produits vendus les moins chers, et que donc la hausse de coût nécessaire
pour arriver à absorber le surcoût ne passera pas du tout inaperçu, d'une part, et ensuite parce que les clients qui s'intéressent à ce produit-là le font d'abord pour l'intérêt prix. Donc, il y a bien une double contrainte à passer. Je citerai comme un exemple remarquable, peut-être inspirant, le travail qui a été fait par la filière tomate avec la référence 200 grammes de tomates cerises en barquette carton, certes encore flopaquées, mais j'imagine qu'ils vont trouver une solution, pour venir faire face à la tomate marocaine 250 grammes à 0,99. Donc là, il y a une histoire de réflexion sur la valeur qui a été, moi je trouve, super bien menée et qui peut probablement inspirer. Voilà, on peut imaginer peut-être des choses sur de l'origine France, par exemple, où le carton serait sourcé origine France et les produits qui sont dedans aussi. Et ça, on aurait un espèce de value pack. Voilà, ça c'est, je lance une idée comme ça. Mais donc là, il y a un travail d'imagination à opérer, certainement des tests. Peut-être que des fois, il faudra baisser un peu le grammage pour être capable d'absorber le surcoût. Mais ouais, les premiers prix, sacré challenge, on est d'accord. Bon sujet. Bon. Je vais enchaîner sur la deuxième séquence, même s'il y a encore des questions. Alors, je vous le dis, 170 participants, il y a beaucoup de questions et c'est un succès et on en est très heureux, mais on ne pourra pas répondre à tout. Il y a notamment des remarques sur les quantités de carton disponibles et les forêts disponibles pour produire, etc. Voilà. On va avancer sur la suite et on donnera suite à ces thématiques, en tout cas dans le traitement éditorial végétable et on vous donnera des réponses dans la suite de cette webinaire. Alors, la suite, c'est, OK, on a fait l'état des lieux là, de la loi, les rayons. On l'a dit également, les enseignes, la grande distribution jouent un grand rôle aussi dans cette évolution et n'ont pas attendu la loi pour avoir des politiques d'approvisionnement avec moins de plastique. Voilà, il nous a paru vraiment important de leur donner la parole pour comprendre celles qui ont accepté de répondre, et il y en a 6 d'entre elles qui ont accepté de répondre à Marc-Henri Blarel. Voilà. Comment chacun se positionne, comment chacun travaille avec ses fournisseurs et un peu aussi sur la politique du prix. Voilà. Marc-Henri, je te laisse nous présenter le résultat de ton enquête. Voilà. Merci Cécile. Alors, sur les stratégies d'enseigne, je vous propose d'écouter, pour commencer, voilà, Ségolène Schall, que certainement un certain nombre d'opérateurs de l'amont ont eu l'occasion de contacter pour voilà, cette grande transition. Voilà, voilà, les points qui me semblent les plus intéressants, c'est en quoi, d'abord, ce changement rejoint un des points fondamentaux de stratégie de l'enseigne. C'est-à-dire que oui, il y a la loi, mais en fait, dans les enjeux de différenciation, notamment pour Carrefour, il y a quelque chose qui se joue. Et puis, comme ça fait partie des enseignes avancées, il y a des retours d'expérience intéressants. Je vous laisse écouter Ségolène Schall. La réduction du plastique, c'est un enjeu vraiment stratégique pour Carrefour. Alors, pardon. On l'entend. Ah, on l'entend, mais… Oui, mais allez. Pas. Alors, oui. On entend bien. Oui, mais la technique va se résoudre, heureusement. Mais oui. En attendant, l'humain est là. Voilà. L'humain comble le vide. Non, mais en tout cas, j'en profite. Ça fait partie… Pardon, vas-y. Non. Le replay sera disponible, les diapos seront disponibles et des éléments de complément d'information seront disponibles sur la page web Webinal de Végétable. Voilà. Alors. Et en attendant… Oui. On aimerait bien que ça marche tout de suite, mais des fois, voilà, ça s'appelle l'effet Bonaldi. Ça marche à la répétition. Ça va aller. Ça a marché. Oui, tout à fait. Oui, je veux bien un coup de main de la technique. Merci. Bon. Oui, je veux bien un coup de main. Oui. Voilà.
Ça Alors, fonctionnait. ça n'apparaît pas là. On va Ça, c'est mon lancer cette diaporama. Non, non. Il est là et j'arrive pas à le. Oui, mais ça ne diffuse pas le. Excusez-nous hein, pour ces quelques instants. Voilà, on est en train de le résoudre. Heureusement, je ne suis pas seul. Oui, c'est ça. Non, non, c'est pas ça la vidéo. Ça y va C'est pas. le PowerPoint. Ça, c'est le PowerPoint. Ça, c'est pas la vidéo. Elle est là. Elle n'apparaît pas. Ça apparaît pas ? Oui. On va trouver. Faites-nous confiance. Voilà. C'est un truc pour partager un fichier. Ouais. Bon, Voilà. moi, en attendant, je peux poser des questions. Oui. Pose des questions. Est-ce qu'on a ces éléments là, Fabrice Pelletier, question par rapport à la vision du consommateur. Quelle vision le consommateur a-t-il du carton, du plastique, du préemballé? Est-il vrai que le préemballé est moins répandu en France que dans les autres pays? Et si oui, pourquoi? Alors, est-ce qu'il y a des éléments? je peux répondre à la première question, je ne peux pas répondre à la dernière. Donc, je peux répondre à la question de la perception des matériaux. Les papiers et cartons, pour la première fois, sont les matériaux d'emballage qui ont jouissent de la meilleure perception des consommateurs, puisque avant, jusqu'à il y a 2 ans, c'était le verre. Pourquoi le verre? Parce que le verre est 100% recyclable et parce que ça fait, même avant l'installation d'éco-emballage qui maintenant est Citeo, que les consommateurs mettaient le verre dans des bacs de tri sélectif, puisque pour un consommateur, un emballage respectueux de l'environnement et un emballage vertueux est un emballage 100% recyclable. Il se trouve que les papiers et cartons sont 100% recyclables, ont des beaux taux de recyclage. Les consommateurs, en ce qui concerne les plastiques, ont d'énormes doutes sur la recyclabilité des plastiques et ils ont raison, puisque aujourd'hui, on sait que seuls 25% des plastiques, des emballages en plastique qui sont mis sur le marché sont effectivement recyclés. Donc, la perception est simple. Le plastique aujourd'hui, et ce n'est pas une histoire de plastique bashing uniquement, c'est une réalité. Et c'est une réalité pour beaucoup de fruits et légumes, beaucoup d'emballages plastiques qui sont mis sur le marché pour les fruits et légumes. Les consignes de tri sont à jeter et non à recycler, et parce qu'ils ne sont pas en l'état actuel recyclables. D'accord. Voilà. Et du coup, ouais, et j'ai bien compris, le consommateur a une vision plus favorable carton et du verre en premier lieu. Absolument. On me dit que, du coup, pardon, ça y est, ça fonctionne du côté de Marc-Henri, la vidéo. Du coup, merci pour l'intermède de questions. Et normalement, on y va avec Ségolène Schall de Carrefour. La réduction du plastique, c'est un enjeu vraiment stratégique pour Carrefour. Ça fait partie de nos engagements dans le cadre de notre programme Act for Food, dans le cadre de la transition alimentaire pour tous. Nos clients sont de plus en plus attentifs au plastique, ils nous le disent, et le packaging est de plus en plus un critère de choix. Le plastique sur les fruits et légumes, il est aujourd'hui à plusieurs endroits dans le rayon, sur les emballages, dans les colis, sur les colis, et on est dans une démarche de réduction de plastique sur l'ensemble de ces emballages-là. Sur le travail qui a déjà été fait, c'est déjà 500 tonnes de plastique par an qui ont été économisées. Nos pommes de marque Carrefour, donc filière qualité Carrefour, Reflet de France et Carrefour Bio, et les pommes qu'on vend sous marque fournisseur, ont basculé à 100% sur des emballages carton. On a testé une barquette sur laquelle on a retravaillé plusieurs fois afin d'obtenir quelque chose qui nous paraissait fonctionner. On voyait bien le produit, la barquette était bien fermée, la barquette s'intégrait bien dans le processus de conditionnement
du fournisseur. Cette barquette-là, on l'a testée pendant 3 mois sur plusieurs magasins. Les clients étaient satisfaits. Et donc, on a décidé de déployer largement cette barquette-là sur l'ensemble de nos références de pommes. On a eu que quelques obstacles, c'est-à-dire par exemple des barquettes qui peuvent s'ouvrir aussi en magasin, des étiquettes qui peuvent se déchirer, parfois des barquettes qui ne sont pas franchement adaptées au calibre. Et donc ça, c'est vraiment des points sur lesquels nous, on prête énormément d'attention parce que si ces projets-là fonctionnent, c'est parce que voilà, il faut un soin apporté vraiment au niveau du conditionnement. Plusieurs rectifications. Voilà, c'est des choses qui s'améliorent. Et aujourd'hui, voilà, une bonne partie des fournisseurs ont corrigé en fait ces petits écarts et l'emballage aujourd'hui fonctionne de mieux en mieux en magasin. Il va être très important d'essayer de trouver un maximum de transparence en gardant bien sûr la solidité et la résistance à l'humidité. Donc ça, c'est vraiment le challenge important dans transparence et solidité. Donc on a remarqué par exemple que c'était important dans une barquette de voir pas seulement le produit sur le dessus, avec des ouvertures sur le dessus, mais aussi sur le côté. Donc, par exemple, faire des ouvertures sur les côtés pour avoir des puits de lumière et pouvoir voir les couches inférieures des produits. En particulier sur les produits gustatifs, où les clients vont avoir une vraie exigence sur la qualité et la fraîcheur et vont vouloir contrôler aussi, regarder à l'intérieur des barquettes la fraîcheur des produits. On a un certain nombre de nouveaux emballages qui arrivent à l'été sur les fruits à noyaux, sur les tomates, sur les cerises, sur les courgettes et d'autres. Et donc, ça continue. Voilà. Donc ça, c'était donc le témoignage de Ségolène Schall. Et je vous propose d'écouter tout de suite le témoignage de Isabelle Hoffmann, qui est la responsable RSE achat chez Lidl. Nous, notre priorité à l'heure actuelle, c'est le recyclage, c'est la recyclabilité, pardon. Donc, on veut que 100% de nos emballages soient recyclables d'ici 2025, au maximum. Là, on sait qu'il y a un gros chantier on est en train de structurer notre politique emballage et donc on communiquera en temps voulu lorsque on aura réussi. Donc, on a une équipe qui se fait former par Citeo et qui travaille main dans la main avec Citeo sur ça. Et l'objectif, c'est justement d'avoir une grille qui, par produit, en fait, donne la recommandation 1, la recommandation 2 et la recommandation 3. La recommandation 1 sera bien sûr à prioriser par l'acheteur et ensuite s'en suivra un certain nombre de discussions entre fournisseurs, acheteurs et membres RSE achat pour pouvoir voir la faisabilité technique aussi, pouvoir faire des tests. Et c'est pour ça que on fait toujours attention. On veut en effet partir sur des quick wins. En revanche, on ne veut pas trouver de fausses bonnes solutions. On a une loi AGEC qui contraint toutes les filières à avancer sur les emballages plastiques et les emballages en règle générale. Mais attention, on ne veut pas se précipiter non plus. On veut faire les choses clairement avec une méthodologie qui soit robuste. Ensuite, donc on a commencé sur, quand je parlais des quick wins, c'était là où on trouvait qu'on avait certaines solutions assez faciles, et notamment pour, vous citiez les pommes et les poires, où on a pu facilement remplacer les barquettes plastiques par des barquettes carton. Et notre objectif, c'est d'ici la fin de l'année d'avoir 100% de pommes et de poires dans des barquettes qui sont en carton. On parlait de la banderole papier banane qui s'avère être une très bonne idée, mais finalement qui s'avère être difficilement applicable d'un point de vue technique pour cause d'humidité. Donc après, si la recommandation 1 s'avère un peu hors sol, dans ce cas-là, on va passer à la recommandation 2, etc. Et on essaiera de trouver le meilleur, de placer le curseur à un meilleur endroit pour que tout le monde s'y retrouve et qu'on puisse avoir des emballages qui soient le plus responsables possible.
Si on se rend compte que certains emballages ont des vrais impasses techniques, on voit avec nos fournisseurs ce qui est faisable. L'ADN de Lidl, c'est vraiment de co-construire avec nos fournisseurs. On considère que ça doit entrer dans la sphère pré-compétitive et qu'on doit travailler main dans la main avec les autres enseignes de la grande distribution pour pouvoir trouver des objectifs qui soient cohérents, crédibles et pérennes pour les producteurs, pour les fournisseurs, pour nous et pour les consommateurs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a déjà envisagé de rejoindre un groupe de travail avec d'autres membres de la grande distribution pour réfléchir justement à ces impasses aujourd'hui techniques qui se trouvent être aberrantes pour nous et sur lesquelles il faut qu'on travaille collectivement. Typiquement, là, on avance sur un sachet de pommes de terre qui est recyclable et qui nécessite l'achat d'une machine par nos fournisseurs, qui coûte un certain montant. Derrière, on voit avec nos fournisseurs comment est-ce qu'on peut pérenniser cet investissement par la garantie de volume, de l'achat des volumes sur telle période de temps, etc. On ne veut pas répercuter ces surcoûts-là à nos fournisseurs. On va rogner, nous, sur notre marge et on va répercuter une certaine hausse à nos consommateurs, encore une fois, en étant attentifs de ne pas décrocher du marché, parce que c'est important pour nous de rester compétitifs. Mais en tout cas, la santé économique de nos fournisseurs reste la clé de voûte, en tout cas, de notre engagement sociétal. Voilà. Donc, témoignage assez édifiant parce que je trouve que Lidl s'expose sur sa manière d'envisager notamment les coûts dans son rapport avec ses fournisseurs. Et puis, il y a une histoire du rythme aussi qui est donnée et qui, finalement, c'est plutôt la qualité des réponses produites qui est privilégiée à la vitesse. Voilà, c'est une stratégie différente, mais qui mérite d'être regardée. On peut poursuivre avec, voilà, finalement, sur ce qu'on peut se synthétiser voilà, en quelques mots. Moi, ce que je note, c'est qu'il y a quand même un effet accélérateur du fait des stratégies d'enseigne. Voilà. Soit ça joue sur l'échéance, le but étant d'aller plus vite que la loi, et d'une certaine manière, l'échéancier repoussé par le projet de décret fait grandir l'intérêt d'aller plus vite. C'est un peu paradoxal, mais voilà, si le but c'est de creuser l'avantage concurrentiel en se distinguant par les emballages, eh bien, voilà, il y a une forme d'urgence qui peut se produire. Et puis, bien sûr, l'extension de périmètre. On n'est pas juste sur les moins d'1,5 kg, mais sur les alvéoles et tout le reste de la gamme. Voilà. Il y aurait maintenant à se dire voilà, comment ça se passe dans les enseignes qu'on n'a pas entendues encore. Auchan vient de se lancer avec une équipe de 4 personnes, Pauline Leroux et 3 autres de ses collègues. D'accord, donc c'est des gens dont les fournisseurs d'Auchan vont entendre parler. Du côté de Cora, Sophie Malinas a confié le soin à son équipe de s'en occuper. Elle est, on va dire, dans une posture où elle est en attente de proactivité des fournisseurs. Du côté d'Intermarché, Jean-Camille Laurent voilà, nous a expliqué que c'était Laurent Le Breton qui était un consultant en packaging à qui avait été confié le soin de vérifier la bonne validité réglementaire des solutions qui étaient apportées. Voilà. Et du côté de Monoprix, ça sera l'équipe fruits et légumes et pour Système U, Gaëlle Dilly, une ingénieure en emballage qui sera en charge de ça pour ceux qui livrent cette enseigne. Voilà, donc 2021 est vraiment l'année où ça se passe du point de vue des uns et des autres. Toutes les enseignes n'avancent pas à la même vitesse sur ce sujet. Il y en a qui en ont vraiment fait un élément de différenciation et qui sont très actives. D'autres, on va dire, vivront ça plus au rythme de la loi, peut-être avec un terrain qui aura été déjà débroussaillé par les autres, un peu en éclaireur. Probablement que ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a une notion de test à accepter. C'est-à-dire que toutes les options ne peuvent pas être définitives.
pour un certain nombre de familles cette année, il va être important d'emmagasiner de la connaissance, à la fois de réaction client, voilà, on voit bien que le marché de l'emballage est en gros mouvement, que les solutions ne sont pas encore toutes sorties et qu'il y a là, à la fois pour les distributeurs et les opérateurs de l'amont, quelque chose d'un équilibre délicat entre aboutir à des solutions en temps et en heure et en même temps ne pas s'enfermer définitivement dans des choses alors qu'ils sont sur un terrain quand même très, très mouvant. Voilà, j'en ai terminé, Cécile, je te redonne la parole. Merci. Merci pour ce tour d'horizon. Et moi, je retiens, en tout cas dans l'intervention d'Isabelle Hoffmann, la volonté de travailler entre plusieurs enseignes pour essayer de lever certaines contraintes techniques. Ce n'est pas si fréquent qu'on entend ça dans le monde de la grande distribution. Voilà, je souligne. Et j'enchaîne quelques questions avant de passer à la suite de l'intervention. Alors, en fait, il y avait beaucoup de questions sur les types de matériaux qui rentraient dans la loi, etc. Là, on n'en a pas beaucoup sur ces thématiques des enseignes. Je regarde juste ça. Ouais, en fait, on n'en a même pas. Donc, en fait, ce que je propose, c'est qu'on enchaîne sur la suite et avec Fabrice Pelletier sur comment on fait face aux contraintes et quelle méthode, en fait, pour prendre des bonnes décisions. Et après, reprendre les questions d'ensemble à la fin. Et puis, ça nous permettra d'être pas trop décalés dans le timing annoncé. Donc, voilà, je reprends le fil des questionnements. Et je conclus, donc ce qu'on voit là, c'est qu'il existe des solutions qui sont en phase de test. On a des anciens distributeurs qui veulent aller parfois plus vite et plus loin que la loi. Il y a des stratégies de différenciation qui se mettent en place. Et aussi, ce qu'on voit, c'est qu'on est face à des contraintes techniques, des écueils un peu forts, comme par exemple du carton qui s'humidifie avec certains fruits, la question de la transparence qui est importante, la question du transport et de la logistique qui va être fortement impacté par le passage du carton, par exemple. Concrètement, Monsieur Pelletier, je me tourne vers vous. Comment se saisit-on de ces fortes contraintes, voire aujourd'hui ce qu'on peut appeler même des impasses? Comment on fait avec ça pour essayer d'aller vers une démarche d'amélioration, de progrès et même, espère-t-on, de création de valeur? Je veux vous lancer là-dessus avec une question très précise, la question de la transparence. Comment on fait avec la question de la transparence? Quelles sont les options? Alors, c'est une bonne question. Je m'y attendais, donc je l'ai préparée, cette question. Je vais partager mon écran de mon côté. Est-ce qu'on le… Allez-y. Voilà. Je vais partager mon écran. Je pense que vous le voyez. OK. Vous voyez mon écran? Non. Pas encore. OK. Écoutez, pourtant il est là. Vous ne voyez pas mon partage d'écran. Étonnant. Pourtant. Bon, bah, écoutez, je vais sans partager, je ne vais pas le montrer parce que si vous ne le voyez pas, je ne vais pas aller dans… Moi, du coup, je ne suis pas partage d'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah non, là, on voit un écran blanc. Alors, donc, je vais rouvrir la présentation. Pourtant, c'est ce que j'avais fait. Donc, partage d'écran. Je le fais tout de suite. Bon, la transparence, c'est évidemment un des sujets qui… Vous le voyez là, ici? Non. Pas encore, Fabrice. Partager. Voilà. Normalement, vous devez le voir. Oui. Parfait. C'est génial. La transparence, bon, Marc-Henri, de toute façon, a montré beaucoup de choses, si vous voulez, et je voudrais revenir sur une chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'existe pas, en dehors du plastique, de possibilité de faire de la transparence comme on le fait actuellement sur l'emballage, c'est-à-dire de la transparence protective, de la transparence qui va faire une barrière ou qui va venir protéger un emballage. Donc, vous avez vu qu'il y a ce que j'ai appelé les fenêtres grillagées avec des grosses grilles ou des petites grilles qui sont de la cellulose ou du chanvre ou un certain nombre d'éléments végétaux, en aucun cas du plastique, puisque dans les exemples qui ont été montrés tout à l'heure par Marc-Henri,
il y avait certaines fenêtres qui étaient faites à partir de plastique. Fussent-ils d'origine végétale, ça reste, encore une fois, je dis, du plastique. Donc, ce type de transparence n'aura plus lieu. Ce qu'on voit apparaître petit à petit, c'est pour faire le deuil de cette transparence, on a le translucide. Donc, vous avez vu les essais, je sais que les Crudettes sont là-dessus, ils ont communiqué avec, je crois, un test chez Carrefour, mais il y a d'autres solutions, qui sont ces papiers effet calque qui vont amener une semi-transparence pour voir le contenu, mais rien à voir avec une transparence de fenêtre, puisqu'encore une fois, plaçons-nous au moment où notre technologie ne nous permet que de faire ça. Donc, tout le monde sera, sans faire de mauvais jeu de mots, à la même enseigne là-dessus. Et c'est peut-être pour ça que les enseignes vont se regrouper d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas d'autre solution. Ce qui est intéressant, il y avait la personne de Carrefour qui discutait, qui parlait tout à l'heure, la jeune femme de Carrefour, c'est qu'il y a aussi la possibilité de renoncer à cette transparence. Et là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est en cours, de se dire on n'a pas la transparence, donc on y renonce et on fait autrement. Barilla, par exemple, en Angleterre, alors vous me direz c'est des pâtes, mais bon, Barilla enlève sa fenêtre, explique pourquoi il enlève la fenêtre, pour améliorer la recyclabilité de son emballage, pour en faire un emballage 100% en papier carton. Il l'explique, il en fait un argument et il met plus gros la photo. Vous avez la gamme Frostra, qui certes c'est du surgelé, mais qui passe sur des papiers carton de sacs plastiques, qui étaient des sacs plastiques transparents qui montraient le contenu du surgelé, à des sacs papier qui ont une photo. Alors, évidemment, c'est du papier toilette, ça peut prêter à rire, mais on aura quand même attendu 2021 pour revoir du papier toilette imprimé dans du papier avec des photos. Est-ce que la transparence était juste? Et Carrefour, qui a lancé cette année sa gamme papeterie, qui était au préalable avec des sachets plastiques ou avec des blisters dans des sachets transparents, on ne voit plus le produit. Pilote de la même manière, et les cotons-tiges qui ont été les premiers touchés par la single-use plastique, puisqu'on leur interdit de mettre des tiges plastiques sur les cotons-tiges, et certains distributeurs ont été au bout de la démarche en ne conditionnant plus des cotons-tiges dans des emballages plastiques transparents et en mettant des photos. Après, ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi s'appliquer au linéaire. Regardez par exemple au Japon. Quand vous allez au Japon, les vitrines on montre dans les magasins, on montre le plat. C'est-à-dire qu'on peut demain envisager aussi le distributeur de changer son merchandising, de montrer quelques échantillons du produit et avec des produits bien emballés, avec des photos à côté sur lequel il y aura une confiance, bien évidemment une confiance du consommateur, et le consommateur n'aura plus à ouvrir l'emballage pour boire. Le fromage, il y a beaucoup de fromages qui se choisissent comme ça. Un camembert, on ne voit pas le camembert. Il est quand même emballé dans quelque chose d'opaque. Donc, renoncer, c'est peut-être aussi, mais renoncer, ça ne veut pas dire, c'est aussi le faire différemment et le faire bien. Et la question qui était posée tout à l'heure, elle était intéressante, et elle est intéressante effectivement, parce que vous avez certainement des fournisseurs qui aujourd'hui vous proposent des fenêtres en cellulose, c'est-à-dire en plastique fait à partir de cellulose. Moi, je rappelle que le plastique, avant d'être en pétrole, avant d'être craqué par du pétrole après les années 50, il était en cellulose. Et il n'empêche que ça reste du plastique. Et regardez la dérive, c'est-à-dire que vous avez des emballages en carton qui sont quand même une matière recyclable, qu'on recycle bien, ou pour une petite fenêtre en plastique qui représente même pas 3%, 2% de l'emballage, on va vous les mettre free plastique en vous disant d'aller les composter. Donc tout ça, ne rentrez pas, par pitié, ne rentrez pas dans
aller vers du simple, des choses simples. Ce que disait la dame de Carrefour, ce que disait la dame de Lidl tout à l'heure, c'est le plastique, c'est plus compatible avec ce qu'on veut faire. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question, Cécile. Aujourd'hui, la transparence, elle va être soit par des fenêtres qui est une semi-transparence, et puis peut-être que technologiquement, et c'était intéressant de dire que nous n'oublions pas que nous sommes dans la révolution de l'emballage, comme je l'écris dans mon livre, que c'est la première période. La première période, c'est l'émergence de nouvelles solutions. Nous sommes en train de rentrer dans la seconde période, et la seconde période, c'est le test, c'est le test de nouveaux modèles, c'est-à-dire on expérimente et petit à petit, on va arriver à quelque chose. Mais ça ne se fera pas d'un seul coup, ce n'est pas possible, ça va se faire étape par étape. Étape par étape. Et concrètement, comment on fait pour travailler quand on est professionnel, filière, il faut réfléchir et transformer et passer cette transition. Comment on fait pour se poser comment fait-on pour prendre cette transition, voilà, se poser les bonnes questions, les étapes clés de réflexion? Là aussi, les distributeurs ont dit tout à l'heure, et j'ai noté, une méthodologie robuste. Il se trouve qu'il y a des méthodologies robustes, dont la méthodologie que je vais vous présenter, qui est la méthodologie d'ailleurs qui est ma méthodologie Genepac et qui est recommandée par Citeo. C'est-à-dire que l'idée, c'est de choisir le juste emballage. D'abord, il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas une solution idéale qui irait à tout le monde. Pourquoi? Parce que l'emballage, il ne faut pas regarder que l'emballage, in fine, l'emballage du consommateur, c'est-à-dire ce qu'il a dans les mains, dans les rayons, qu'il va jeter dans sa poubelle de tri. Le juste emballage, il répond à quatre grandes fonctionnalités, quatre grands cycles de la chaîne de valeur, c'est-à-dire chez l'industriel. Le juste emballage, il doit vous servir à protéger votre produit, mécaniser tout ça, bien protégé, c'est-à-dire que c'est un outil industriel qui vous amène à transporter une marchandise d'un endroit à un autre endroit en la protégeant. Ça, vous ne pouvez pas déroger à ça. L'emballage, il sert aussi à mettre en valeur le produit dans le lieu de vente, on l'a dit tout à l'heure, à informer le consommateur. Donc, il a une vie chez le distributeur. Et puis, l'emballage, il doit servir aussi au consommateur à l'aider à consommer, soit d'un coup, soit de manière portionnée. Et puis, l'emballage, in fine, il a une fin de vie. Et la fin de vie, ce qui a été décidé, et ce qui est décidé par les consommateurs, ce qui est décidé, les distributeurs ne sont que le reflet de ce que demandent les consommateurs et les politiques aussi. On vous l'a dit, je vous l'ai dit, un emballage respectueux de l'environnement est un emballage recyclable. N'oubliez pas, c'est pas tellement la chasse au plastique, c'est la chasse à l'usage unique. Et le fait d'être recyclable et d'être recyclé sort aussi d'une forme d'usage unique, et tout ça dans un cycle de vie. Le juste emballage, c'est ça. Et pour faire du juste emballage, eh bien, il faut une méthodologie. Cette méthodologie que je vous présente s'appelle Genepac. Et donc, vous parliez tout à l'heure d'un acteur que j'ai accompagné. Je n'ai pas créé, j'ai accompagné un acteur des fruits et légumes, effectivement, avec cette méthodologie, et qui nous a amené à avoir des stratégies à court, moyen et plus long terme pour les amener à passer justement ce cap. Et pour passer ce cap, il faut déjà faire une chose, donc il faut définir une vision. Votre vision n'est pas forcément la vision de l'autre, puisqu'il y a plusieurs indicateurs environnementaux, donc bien définir sa vision et bien définir aussi ce qu'est son emballage, et après développer plusieurs idées, tester ces idées, c'était un peu ce qui était donné, et de manière à développer la meilleure, alors vous le dites, ou la meilleure pour vous, ou la moins pire, en tout cas,
en tout cas l'idéal pour vous, sachant qu'il n'y a pas de solution idéale. Et la meilleure façon de le faire, c'est déjà de savoir d'où vous venez. Ernest Renan disait pendant la Révolution industrielle, donc c'était pas au siècle dernier, mais il y a 2 siècles, les hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect du passé. Vous devez impérativement analyser ce qu'est votre emballage aujourd'hui, quelles sont les forces, quelles sont les faiblesses. Vous avez vraisemblablement des forces que vous voulez conserver, vous avez des faiblesses que vous voulez corriger, mais vous avez des faiblesses, c'est pas grave, et vous avez des forces qui n'ont aucun intérêt dans votre emballage. Vous avez tous, que ce soit les fruits et légumes, le lait, la flotte, tous la problématique de coût qui est là, et vous devez essayer de savoir, parce que l'emballage, si vous corrigez un bout, si vous faites un emballage, quelque chose uniquement sur l'emballage primaire, sachez que ça aura forcément un impact sur l'emballage secondaire, ça aura forcément un impact sur votre logistique, ça aura forcément un impact sur la communication, la différenciation, etc. Donc tout ça, vous devez le cartographier pour savoir exactement vers où, ce que vous voulez conserver et vers où vous voulez aller. Donc c'est une méthodologie, on parlait de méthodologie robuste, c'est utiliser ce type de méthodologie robuste pour arriver à votre emballage le meilleur, et c'est un accompagnement, c'est un changement qui doit s'opérer avec une méthodologie. Merci pour la présentation. Et je retiens vraiment l'idée aussi de réfléchir en plusieurs étapes, avec plusieurs échéances, et d'avoir une logique de test, retour d'expérience, évolution. Moi, ce que je peux vous dire… Je vais passer, parce qu'il y a beaucoup de questions, et je pense que qui s'adressent qui rebondissent sur ça. Voilà, juste dire que, juste pour faire simple, et là, je ne vais pas parler de loi, je vais parler de ce que je mets en miroir des réponses qu'on a par rapport à la loi. C'est qu'aujourd'hui, on est forcé de faire émerger des nouvelles solutions. Demain, de maintenant à 2023, on va tester des nouvelles pratiques. N'oubliez pas qu'en 2025, le grand truc, ça sera le réemploi. Qu'il va falloir aussi que vous travaillez sur le réemploi des emballages, puisque 2025, c'est 5% d'emballages réemployables et 2027, c'est 10%. N'oubliez pas que 2030, c'est l'interdiction de tout emballage, et c'est voté déjà par la loi, non recyclable. N'oubliez pas ça, et n'oubliez pas que 2035, pour arriver à 2040, c'est la fin de l'emballage à usage unique lorsqu'il n'est pas nécessaire et indispensable. Et ça, entre aujourd'hui, avec les 25 ou 30 ou 40 ans, moi ça fait 35 ans que je fais de l'emballage, on ne va pas y arriver en 2 ans. Donc il y aura vraisemblablement plusieurs étapes, d'où l'idée d'écrire des scénarios dans vos entreprises, d'où l'idée, et qui vont vous permettre aussi d'échelonner peut-être des plans d'investissement, des transitions. Et c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant, et c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, parce qu'il y aura peut-être plusieurs étapes et qu'il faut prendre de train tout de suite. Prise de hauteur et prise de recul par rapport à l'échéance rapide de 2022 et voir les choses dans le long terme. Je passe à des questions. Question, on ne remplace pas le plastique par le carton. Il est temps de repenser la gamme de pré-emballés. Le consommateur a besoin d'avoir confiance aux produits. Il va se tourner de plus en plus vers des marques. Le but sera la création de valeur. On est plus sur un commentaire qu'une question, mais j'en ajoute un autre qui était intéressant par rapport à la… Alors, attendez, je fais circuler mes questions, qui était dans la même idée sur la… Voilà. On évoque surtout ici et dans les stratégies des enseignes la question du remplacement des emballages plastiques par d'autres matériaux. Y a-t-il aussi des réflexions sur la réduction du nombre de références emballées et de cette conséquence sur l'offre ou sur l'organisation en rayon? Par exemple, retour à la vente servie dans certains formats, autres techniques d'identification des produits, marquage laser, etc. On va vers aussi un changement probablement de la mise en rayon, enfin de la vente des façons de vendre. C'est une évidence, puisque ce que je vous dis, c'est que l'emballage, il a 4 grandes phases de vie. Il a la phase de vie industrielle,
la phase de vie de distribution, l'emballage, il est fait comme ça par rapport à la manière dont le produit est distribué. Si vous changez la manière de distribuer le produit, vous changez de facto l'emballage. Il y a une chose qui ne changera pas beaucoup, c'est la façon de consommer du consommateur, parce qu'il a ses mains avec, j'espère, 5 doigts à chaque main, et ça ne change pas énormément. Et pourquoi l'emballage aussi change à la poubelle? C'est parce que la poubelle change, c'est-à-dire qu'on a pris des décisions et on a des investissements très lourds dans les centres de tri, dans les usines de recyclage pour pouvoir travailler la matière. Donc, il faut qu'on fasse ce que j'appelle de la recycloconception, c'est-à-dire amener des emballages dans cette phase de vie qui soient facilement recyclables. Pour la première fois dans l'histoire du commerce et dans l'histoire du produit emballé, vous avez 3 des phases de vie de l'emballage qui demandent à changer: la distribution, le consommateur, la poubelle. C'est ça, ce n'est pas la loi qui vous impose, c'est ça qui impose le changement. C'est qu'aujourd'hui, l'industriel est en minorité par rapport à la demande qui est en face, qui est d'une autre forme d'emballage, et d'un emballage qui soit 100% recyclable, d'un emballage qui ait le moins d'impact possible pour l'environnement, qui puisse tourner en boucle. Et c'est ça qu'il faut, c'est à ça que nous devons répondre. Ok. Marc-Henri, est-ce que tu as des éléments sur ces questions, sur les stratégies de repenser la segmentation et voilà, les gammes de préemballés, des réflexions sur les façons de vendre? Est-ce qu'il y a eu des retours là-dessus de la part des enseignes? Oui, il y a effectivement un point qu'on n'a pas dit, qui est les enseignes qui souhaitent privilégier la vente en vrac. Il est possible qu'il y ait des déplacements aussi liés à les hausses de prix sur les produits conditionnés pourraient rendre plus attractifs les produits qui ne le sont pas. Et puis, voilà, il y a ces solutions sur lesquelles la France est en retard, mais elle est en train de le rattraper par rapport aux pays, notamment d'Europe du Nord, hein, qui sont les marquages, notamment au laser, possibles sur un certain nombre de fruits et légumes. Hein, ça se voit en bio notamment, mais voilà. Donc, l'époque est passionnante, ça va bouger dans tous les sens, et voilà, il reste quand même ce point qui est quand même, on voit bien que ça ne pourra pas se faire à coût identique, hein, et que les centrales d'achat qui aborderaient ce dossier de cette manière-là font peser une contrainte presque insoluble quasiment au dossier, parce qu'on aboutirait à quelque chose qui… Voilà, on voit bien l'ampleur du sujet, c'est une révolution, hein, Fabrice l'a bien dit, et qui est en train de s'opérer, et qu'il va falloir aussi du temps pour régler les choses. Donc, il y a des familles où c'est peut-être plus simple, il y en a d'autres où les solutions techniques, elles sont encore en train d'être explorées, et que pour ça, il faut des ressources, et que c'est plutôt la collaboration et la coopération entre l'amont et l'aval pour défendre à la fois la valeur, c'est-à-dire savoir expliquer pourquoi il y a une valeur meilleure et plus grande, et donner aussi un peu de temps, parce que il va y en avoir besoin. Mais n'oubliez jamais que le passage au plastique, notamment, et je le dis par rapport aux bouteilles, dans les années, c'était en 68-69, le passage aux bouteilles plastiques était loin de se faire à coût identique de ce qu'il y avait avant. C'était beaucoup plus cher. Et finalement, in fine, on ne peut pas s'en passer, si vous voulez. C'est comme, j'ai envie de dire, le passage du téléphone Nokia 36, celui que j'avais, au smartphone, il ne s'est pas fait à coût identique, du tout. Et pourtant, il s'est fait. Donc, il s'est fait parce que c'était une révolution. Et effectivement, et il ne se fait même pas à coût identique au niveau environnement, parce que j'entends déjà mes oreilles siffler. Sachez que si vous mettez uniquement sur l'indicateur carbone, le passage du papier au carton, du plastique au carton, c'est le plastique qui a la meilleure empreinte carbone. Sauf que l'empreinte carbone de l'emballage dans l'impact de votre couple contenant-contenu,
il n'est pas dans l'emballage, elle n'est pas dans l'emballage, elle est dans vos produits. Et c'est vos produits qu'il faut protéger, c'est vos produits qu'il faut bien emballer. Et c'est là qu'ils sont émetteurs de carbone. Ce n'est pas tellement, parce qu'on se rend compte que l'emballage représente à peu près 3 à 5% de l'impact carbone. Oui, ça va monter, mais par contre, la recyclabilité, elle est meilleure. Là, il y a énormément d'autres indicateurs qui sont bien meilleurs, l'impact sur la biodiversité, l'impact sur la santé humaine, qui sont bien meilleurs. Donc, c'est pour ça que travailler avec une méthodologie, définissez exactement les impacts sur lesquels vous voulez travailler. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. On est vraiment dans un changement et il ne faut pas pleurer ce modèle, il faut en inventer un autre. J'entends. Merci. Inventer un autre modèle. Mais il y a quand même des questions de coûts. Il y a quand même des entreprises aujourd'hui qui ont des énormes investissements à faire. Et j'ai entendu que les enseignes étaient prêtes à travailler ensemble peut-être sur certains points. Et ben, appelons de nos voeux que le travail se fasse aussi en lien avec l'amont et que la transition elle soit portée et partagée par un maximum de partenaires dans l'histoire. Ouais. C'est une conclusion un peu… Non, mais c'est une… Voilà, on l'appelle de nos voeux. Il va falloir que je conclue cette webinale. Il reste des questions techniques très précises sur la cellulose. Est-elle acceptée par la loi, etc. Ce que je vous propose, c'est qu'on répondra à ces questions parce qu'on va être… J'ai l'impression qu'on va être coupé. On répondra à ces questions aux intervenants, enfin aux personnes qui nous ont interpellés. On donnera suite au niveau rédactionnel aux questions et bien sûr, on continuera de suivre le sujet. La cellulose est dedans, elle est présentée dans le livre. Toutes les solutions acceptables sont présentées. Attention, c'est la cellulose vierge. La cellulose, à partir du moment où il y a une induction plastique ou un pelliculage plastique, on n'est pas zéro plastique. Donc, voilà. D'accord. Donc, le film de cellulose, c'est OK. Pur. Non, attention, le film de cellulose, c'est un film en plastique. C'est du plastique de cellulose. Je parle de la cellulose type cellulose moulée, qui est type, pas la boîte, parce qu'il y a mieux que la boîte à œufs, cellulose moulée. Et il y aura des choses comme la chromatogénie. En fait, il y a des choses qui sont en train d'arriver qui vont résoudre les problèmes. Oui, il y a aussi mais bon, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont expliquées, qui sont montrées dans… Excuse-moi, je ne fais pas la promotion du bouquin, mais c'est juste, tout ça est expliqué et montré dans le livre. Vous avez plusieurs techniques pour rendre étanche et enlever le côté hydrophobe des papiers et cartons, dont la cellulose moulée. Vous avez du pelliculage, c'est mettre du plastique. Vous avez des inductions plastiques, ça dépend de ce que vous mettez comme vernis. Et vous aurez aussi la chromatogénie, donc dans quelques temps, qui va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes pour les fruits et légumes. J'en suis persuadée. C'est en train d'avancer, c'est en train de se faire. Donc, c'est en train d'avancer. D'accord. Allez, je conclue. Je dois conclure cette première webinale. Je remercie en premier lieu nos deux experts, Marc-Henri Blarel et Fabrice Pelletier, qui ont accepté de répondre aux questions comme ça en direct et de préparer le contenu qui a été apporté. Merci aux participants. On est encore 133 à 1h plus 23 minutes. Merci de nous suivre et de nous faire confiance. Et merci à nos partenaires sponsors de cet événement, la webinale, qui ont aussi accepté de nous soutenir dans ce nouveau format de Végétable. Il y aura 2 autres webinales prévus pour 2021, une prochaine fin du printemps, une prochaine probablement à la rentrée, et on vous dira les sujets et les dates bientôt. Voilà. Merci à tous. Merci Marc-Henri, merci Fabrice. Si vous voulez, ceux qui veulent allumer leur écran pour se faire un petit bonsoir, parce que c'est quand même tellement frustrant de ne pas se voir depuis tout ce temps. Voilà.
Voilà. Voilà. Au revoir, merci. Allez. Merci aux uns et aux autres.